Alors sur la page, vous allez dessiner une forme géométrique. Alors on va entrer dans l'outil rectangle ici, vous gardez le bouton de la souris enfoncé. Il y a d'autres outils géométriques qui sont là disponibles. Vous entrez dans le menu en fait, jusqu'à la ligne verticale, vous lâchez le bouton à souris et vous avez détaché la palette. Et alors vous avez différentes formes. Donc, par exemple ici, c'est un hexagone, mais en réalité, ça permet de faire des triangles, des carrés, on peut modifier le nombre de côtés. Vous avez l'étoile, mais on peut faire des étoiles qui ont des formes différentes. Cet outil ici, vous n'allez jamais l'utiliser parce que c'est mieux de le faire dans Photoshop. C'est l'effet de halo. Voilà, un effet de halo, voilà ce que c'est. Et c'est plus sympathique de le faire dans Photoshop avec des pixels plutôt que dans Illustrator avec des vecteurs. Mais donc voilà, vous n'utiliserez pas ça, n'essayez pas. Alors, quelqu'un me dit que sa palette des outils est partie. Menu fenêtre, barre d'outils, avancer. Voilà comment on va la faire réapparaître. Alors, essayons l'outil polygone. Si vous cliquez sur la page, vous avez une boîte qui apparaît et qui vous demande le nombre de côtés et le diamètre du polygone. Vous pouvez cliquer sur OK si vous voulez. Alors, un peu de vocabulaire informatique. Quand je vous demande de cliquer, ça veut dire que vous positionnez le pointeur de la souris et vous appuyez sur le bouton et vous avez cliqué. Et donc, si je vous demande de cliquer, ça ne veut pas dire faire, appuyer le bouton de la souris, le garder enfoncé et bouger. Ah non, ça c'est un cliquer glissé. C'est pas la même chose. Donc, voilà. Si vous voulez, vous pouvez essayer de cliquer glisser aussi, puisque je viens de le montrer. C'est l'autre manière de faire les formes. C'est en appuyant, en gardant enfoncé, en bougeant. On peut même tourner. Voilà. Voilà, on appuie, on tourne, on bouge. Et si pendant qu'on fait ça, on enfonce la touche Shift, ça va caler sur les axes. On lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift, la touche majuscule qui sert de contrainte. Donc la touche Shift, je vous la montre sur le clavier virtuel ici, parce que certains ont tendance à la confondre avec la touche verrouillage majuscule. Pas du tout, c'est la touche Shift ici, la touche majuscule. Quand vous enfoncez la touche majuscule, ça cale sur les axes. On lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule, puisque c'est une touche de contrainte, elle doit rester enfoncée jusqu'à ce que tout soit fini. Donc vous avez un cadre qui entoure la forme quand vous venez de la créer. Essayez aussi ceci avec la flèche noire. Si vous cliquez sur une forme ou l'autre, chaque fois il y a le cadre. On ne voit pas vraiment les points de construction de la forme. Ça c'est plutôt ennuyeux, ce cadre. C'est un cadre qui sert à transformer, vous pouvez tester. Si vous prenez une poignée du coin, vous cliquez, vous gardez enfoncé, vous bougez. Voilà, ça transforme. C'est pratique. Ça transforme non proportionné, vous remarquez, on arrive à écraser dans un sens ou l'autre. Mais, et là je reclique sur l'autre forme, si pendant que je prends la poignée du coin ici, j'enfonce la touche Shift, la touche majuscule, voilà, ça garde les proportions. On lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift. Je recommence. Avec la touche Shift, les proportions sont gardées. On lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift. Ok, c'est bien pratique ce cadre. Malgré tout, on va le faire disparaître. Vous allez dans le menu Affichage et vous demandez Masquer le cadre de sélection. Ne confondez pas avec masquer le contour de sélection. C'est masquer le cadre de sélection. Du coup,
quand vous sélectionnez une forme, vous voyez réellement ces points de construction. Il n'est pas possible de modifier le nombre de côtés de l'hexagone ici pour en faire un pentagone, par exemple passer de 6 côtés à 5, parce que l'outil sert à faire la forme, mais une fois que la forme est faite, c'est une forme, voilà, c'est un dessin, c'est pas une forme vraiment avec des formules mathématiques derrière, vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà. Donc, c'est comme ça dans Illustrator, c'est quand même un outil graphique, ce n'est pas un outil de dessin technique. Bien qu'on peut lui ajouter, en achetant des logiciels supplémentaires, on peut greffer un logiciel supplémentaire pour en faire un outil de dessin technique plus performant, mais c'est vraiment orienté graphisme. Alors, on pourrait se dire, mais tiens, ok, on voit les points de construction, c'est pratique, à quoi ça sert? Ben, ça sert à ceci, par exemple. Si vous activez une forme avec la flèche noire, ça sert à activer tous les points de manière à pouvoir bouger la forme. Alors cette forme, si je regarde dans la palette des outils, oui, elle a un fond blanc et un contour noir. Ok, ça veut dire qu'on peut la prendre normalement par le bord ou par le centre, ça va marcher. On peut la bouger. Et alors vous avez l'autre flèche ici, la flèche blanche, qui, elle, permet de bouger seulement un des points. Vous essayez, et vous allez voir que ça ne fonctionne pas. En fait, vous n'arrivez pas à bouger seulement un des points. Voilà, même si vous prenez un des points, c'est toute la forme qui bouge, parce que, précédemment, on avait utilisé la flèche noire sur la forme, et donc tous les points sont activés. Si vous voulez bouger seulement un des points, il faut avec la flèche blanche, et ne vous occupez pas de ceci. Vous avez tous ceci, les petites rondelles qui apparaissent ? Pas tous, vous n'avez pas tout. Ok, vous l'avez. Vous en occupez pas pour l'instant. C'est une manière de faire des arrondis. Mais ce que je vous montre ici, c'est qu'il faut cliquer à côté de la forme, puis venir recliquer sur le bord de la forme. Et vous voyez les points, là, ils apparaissent différemment. Ils sont pas pleins. Et là, vous pouvez aller activer un point et le bouger. Voilà. Ou l'autre. Bien. Alors, dans le cas de cette forme que j'ai créée en enfonçant la touche Shift, elle est calée sur les axes. Le point ici, j'ai peut-être envie de le déplacer, mais seulement en horizontal. D'accord? Donc je le prends, et pour le déplacer parfaitement en horizontal, j'enfonce la touche Shift, et vous voyez que ça marche. Oui, avec la touche Shift, on peut aussi le déplacer parfaitement en vertical ou parfaitement à 45 degrés. Ça dépend comment on bouge la souris, en fait. Mais voilà, vous avez le truc, l'astuce, si vous voulez déplacer un point parfaitement sur les axes. Voilà comment ça va fonctionner. Bien. Derrière la flèche blanche, vous avez la flèche blanche plus qui n'est utile que quand on doit manipuler des objets qui sont dans un groupe. Des objets qui sont dans un groupe. Parce qu'on peut faire des groupes d'objets. Donc la flèche blanche plus, vous n'allez pas l'utiliser tout de suite. Alors, flèche blanche, c'est vrai que si je clique et qu'avec la touche Shift, je vais cliquer sur un autre point, je suis arrivé à activer 2 points. Et le fait de bouger l'un ou l'autre va bouger les deux. Avec la touche Shift, si je veux que ça se déplace parfaitement à l'horizontale ou à la verticale. Donc, voilà, clic, Shift clic, en voilà 3, je les bouge. Avec la touche Shift, si je veux que ça se déplace parfaitement à l'horizontale. Et voilà. Avec la flèche noire, vous allez pouvoir activer une des formes que vous avez créées. Et si vous voulez la transformer avec les poignées qu'on avait tout à l'heure, ben oui, on pourrait retourner dans le menu affichage, demander d'afficher le cadre de sélection. Mais on ne va pas faire ça. On va plutôt aller activer cet outil-là.
l'outil de transformation manuelle. Et avec la poignée du coin, quand on bouge, voilà, avec la touche Shift en plus, ça garde les proportions, on arrive à modifier les dimensions. On lâche le bouton à la souris, puis la touche Shift. Alors vous avez des lignes roses qui apparaissent, c'est les repères commentés qui vous servent à aligner les choses les unes par rapport aux autres. On en parlera plus tard, c'est utile. Donc voilà. Flèche noire. Alors, flèche noire, le raccourci de la flèche noire, c'est la touche contrôle sur le PC. Je suis avec l'outil de transformation manuelle. Si j'enfonce la touche contrôle sur le PC ou commande sur le Mac, c'est le raccourci pour appeler la flèche noire. Là aussi, on l'utilise tellement souvent. En fait, en réalité, c'est pour appeler la dernière flèche qui a été utilisée. Ça pourrait être la blanche ou la noire. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller activer la flèche noire dans la palette des outils. Si en enfonçant CTRL vous avez la flèche noire, ça vous permet d'aller activer une forme pour indiquer que vous voulez travailler sur elle. Bien. Donc là, transformation manuelle. Voilà. Avec la touche Shift enfoncée, ça garde les proportions. Alors quelque chose qui pourrait vous paraître bizarre, c'est que, et là j'enfonce la touche commande du Mac ou contrôle du PC, je vais aller activer ceci, voilà. Le cadre ici n'est pas droit. C'est pas très grave, ça n'a pas beaucoup d'importance qu'il ne soit pas droit. Techniquement, il est possible de le remettre droit. C'est là que ça se passe, mais c'est pas très important. Alors autre chose, et là je vais aller activer cette forme-ci par exemple, voilà. Si vous positionnez le pointeur en dehors du cadre, vous allez pouvoir tourner, bien sûr. Voilà. Simplement positionner le pointeur en dehors du cadre, vous avez la flèche pour tourner. Si vous ne vouliez pas tourner, ben on peut annuler. On peut annuler autant de fois qu'on veut dans Illustrator. On enfonce la touche CTRL, on la garde enfoncée, et on enfonce brièvement la touche Z. Voilà. Là, j'ai fait 2 fois CTRL Z. En fait, sur un Mac, j'ai fait commande Z, mais sur le PC, c'est CTRL Z. Le logiciel fonctionne de la même manière sur un Mac et sur un PC. C'est pour ça que moi, je suis ici en train de vous expliquer Illustrator sur un Mac, et vous êtes sur des PC, mais ça va tout à fait bien fonctionner. Il y a juste que les raccourcis, la touche CTRL du PC, il faudra utiliser la touche commande sur le Mac. Mais ce seront les mêmes raccourcis. C'est vraiment... Il y a très peu de différence entre la version Mac et la version PC. D'ailleurs, un travail fait sur Mac peut être transféré sur PC. Ça marche, et inversement. De préférence dans la même version. Ce qui pose plus problème chez Adobe, c'est quand on passe d'une version récente vers une version ancienne. Si je fais dans la version 2020 et puis que j'essaye d'ouvrir le fichier dans CS6, une version qui est 10 ans plus âgée, là ça va foirer. Mais le fait qu'on soit sur une plateforme Mac ou PC, ça influence peu. Donc, pointeur en dehors du cadre quand on est avec l'outil transformation manuelle. Si on enfonce la touche Shift pendant qu'on tourne, vous voyez que ça cale sur les axes. Et ça peut être pratique. Je lâche le bouton à souris. Voilà, je l'ai tourné à 90 degrés. Je tourne, voilà. 45 degrés là. OK. Encore 45 degrés, voilà. Donc c'est très pratique. Mais alors, il ne faudrait pas penser que dans Illustrator, on ne fait que des formes géométriques. C'est un logiciel qui est quand même assez vieux. Si vous allez dans le menu Aide à propos de Illustrator, moi je vais aller dans le menu Illustrator à propos de Illustrator, parce que je suis sur un Mac, mais sur le PC, ce sera Aide à propos de Illustrator. Vous allez voir que c'est un logiciel qui a été créé en 1987, donc il a quand même 24 ans. Et il a beaucoup évolué.
Au départ, c'est un logiciel dans les entreprises, on le mettait sur les ordinateurs les moins puissants. Et Photoshop, on le mettait sur les plus puissants. Mais maintenant, Illustrator demande des ordinateurs puissants aussi parce qu'il y a tellement de fonctionnalités et justement pour ne pas faire du géométrique nécessairement, pour faire des choses plus naturelles. Il y a des brushes, il y a plein de choses qui donnent l'impression que c'est fait à la main sur du papier. Même si derrière ce qu'on voit, il y a des formes géométriques, mais grâce à des effets qu'on met sur ces formes, elles apparaissent plus naturelles. Bon, Photoshop, c'est 1989, donc quand même pendant 2 ans, Illustrator a été seul sans Photoshop. Quand je vous dis qu'on mettait Photoshop sur les ordinateurs puissants et Illustrator sur les moins puissants dans les entreprises, c'est évidemment après 89. Mais donc, si vous rencontrez des gens qui ont commencé à étudier Illustrator dans les années, fin des années 80, début 90, enfin même toutes les années 90, ils vont peut-être penser, ils sont toujours dans la logique que Illustrator est un logiciel qui n'est pas très lourd d'un point de vue informatique, ça ne demande pas beaucoup de ressources, et voilà, ils vont l'utiliser, ils vont pas utiliser les fonctionnalités les plus intéressantes, les nouvelles fonctionnalités, ils ne les connaissent pas. Ils vont continuer à faire des formes géométriques et du vectoriel. Clairement, des choses, on voit que ça vient d'un logiciel vectoriel. On appelle ça vectoriel parce que ce sont des vecteurs, ce sont des lignes avec des tangentes aussi qu'on peut mettre. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Alors, on va déjà régler un problème que vous pourriez avoir dans Illustrator. Là, je vais double-cliquer sur la main dans la palette des outils, comme ça j'ai une vue d'ensemble sur ma page, voilà. Le problème que vous pourriez avoir, c'est ceci, l'outil grille de perspective. Si vous l'enclenchez, ça affiche une grille de perspective sur laquelle on peut dessiner. C'est relativement peu utilisé dans Illustrator. Il y a des illustrateurs qui utilisent ça, mais la plupart des gens ne vont pas utiliser ça dans Illustrator. Mais le problème, c'est que, voilà, si vous passez à un autre outil, vous n'arrivez pas à vous débarrasser de cette grille de perspective. Essayez la touche Escape sur le clavier pour voir si ça fonctionne sur la version que vous avez. La touche Escape l'enlève ? Parfait. Parce qu'il y a plein de versions d'Illustrator où, quand on a activé la grille de perspective, pour arriver à la supprimer, il faut cliquer sur la petite croix ici. Mais la petite croix n'est accessible que quand l'outil de perspective est enclenché. C'est ça le problème. Voilà. Ben là, vous avez vu, la touche Escape, ça vous aide avec cette version-ci d'Illustrator, la 2020, ça fonctionne. Donc, vous m'aviez dit que vous aviez la 2020 et moi, j'ai d'autres versions qui sont installées. 2019, 2020, 2021. Franchement, il n'y a pas grande différence entre la 2021 et la 2020. À moins que vous soyez un expert de Illustrator, vous n'allez pas... ne regrettez pas le fait que vous n'ayez pas la 2021. Alors on va enregistrer le document, puis on va passer à d'autres choses à propos de la manipulation des formes dans Illustrator. Puis petit à petit, vous allez voir, vous allez déjà pouvoir faire des illustrations sympathiques rapidement. Donc pour enregistrer le document, vous allez faire fichier enregistrer sous. Vous naviguez, je ne vais pas le faire ici, mais vous naviguez jusqu'au bureau. Vous arrivez à naviguer jusqu'au bureau. Sur le bureau, vous allez créer un nouveau dossier. Bon, chez vous, ce sera une icône jaune sur le dessus, puisque vous êtes sur Windows. Un peu comme ici, quoi. Moi, je ne lis pas. Alors ici, je l'appelais Intro 1 Illustrator. Et alors, ça c'est le nom du dossier. Et le nom du fichier, je vais appeler ça Intro 1-01. Donc il est possible que, au fur et à mesure que je modifie des documents, que je travaille sur eux, j'enregistre sous ce nom-là, mais je change le numéro.
il est possible que la fois suivante, quand je vais enregistrer, je vais mettre 0,2, puis la fois suivante 0,3. Ça, c'est une bonne astuce quand on crée des documents en infographie, de ne pas toujours travailler sur le même fichier qui peut se corrompre, disparaître, ne plus fonctionner. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être intéressant de nommer les documents comme ça, avec un incrément. Vous cliquez sur Enregistrer. Je suppose que le format d'enregistrement que ça vous propose, c'est format Adobe Illustrator. Donc vous cliquez sur Enregistrer. Et dans la boîte qui s'ouvre, vous cliquez directement sur OK. C'est une boîte des options. Il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit ici. OK. On va tester un peu des couleurs sur ces formes. Alors ces formes, quand on les active, vous voyez qu'elles ont un fond blanc et un contour noir. On est d'accord. Autour des formes, c'est de la transparence. Mais on a l'impression que c'est du blanc. En réalité, c'est de la transparence. On peut voir la transparence si vous allez dans le menu Affichage, vous demandez Afficher le damier de transparence. Voilà. Là, vous voyez que les formes, c'est réellement du blanc et entre les formes, c'est de la transparence. On y reviendra plus tard. Vous verrez que pour montrer la transparence, pour montrer qu'il y a de la transparence entre les formes, on utilisera un autre système parce que ceci fait un peu mal aux yeux. Donc on va aller dans le menu Affichage et on va demander Masquer le damier de transparence. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler de la transparence? Parce que dans Illustrator, on met du blanc sur les formes et sur les contours aussi parfois. C'est très intéressant. Mais si on est sur un fond blanc, on ne le voit pas. On ne voit pas que le blanc est là, donc c'est ennuyeux et c'est pour ça qu'on va utiliser un autre système. On mettra un calque de fond et il sera coloré. Ça nous permettra de voir ce qui est blanc dans les illustrations qu'on fait. Alors, on va jouer un peu avec les couleurs. Donc, menu Fenêtre, vous pouvez aller chercher le nuancier. Alors, le nuancier chez vous, il est peut-être tout petit comme ça. Il faut cliquer sur lui, comme ça, voilà, sur l'icône. Il faut le déplacer en prenant son onglet, on peut le détacher. Voilà. Les nuances sont sans doute petites chez vous, vous pouvez demander de les avoir grandes comme chez moi. Menu de la palette nuancier, affichage par grande vignette. Donc voilà. Vous sélectionnez avec la flèche noire une forme, vous cliquez dans le nuancier, la couleur arrive sur la case qui était à l'avant-plan. Donc si on sélectionne une forme, qu'on clique sur une couleur dans le nuancier, ça arrive sur le fond dans ce cas-ci. Mais si on sélectionne une forme et que dans la palette des outils, on a cliqué là pour mettre le contour à l'avant-plan. Bien sûr, si on choisit une couleur, ça ne va pas se voir ici. Voilà. Je choisis de l'oranger. Eh bien, l'oranger est venu sur le contour. On le verra surtout si on clique à côté pour désactiver la forme. Voilà. Donc, cette forme, je vais modifier également son fond. Je mets le fond à l'avant-plan. Je vais cliquer. Voilà, je clique à côté. Peut-être pas la meilleure couleur pour voir la démo. Voilà. De l'oranger. Alors, possibilité aussi de déplacer la couleur du nuancier vers la forme. Il faut d'abord décider qu'est-ce qu'on modifie. Le fond, voilà, c'est la case de fond qui est à l'avant-plan dans la palette des outils. Donc si je prends une couleur et que je la déplace sur une forme, voilà.
ça fonctionne aussi. Ici, je vais sélectionner une forme, voilà, et oui, vous avez la possibilité de modifier la couleur à la manière Photoshop en double-cliquant sur l'icône ici, ce qui fait apparaître le sélecteur de couleurs. Et là, il faut aller choisir une couleur globalement dans le curseur vertical qui montre la teinte. C'est une roue chromatique, vous voyez, ça va de 0 degré à 360. Donc c'est une roue chromatique mais montrée de manière verticale. Une fois qu'on a choisi globalement la teinte, on choisit la saturation et la luminosité avec le grand carré ici. Donc la saturation, c'est en horizontal, la luminosité, c'est en vertical. OK. Mais il ne faut pas faire comme ça dans Illustrator. Ce n'est pas la bonne méthode pour mettre des couleurs sur les objets. C'est beaucoup plus puissant de le faire par le nuancier. C'est plus intéressant. Grâce à un système qui s'appelle les couleurs globales, qui vous permettront de faire toute une illustration avec des couleurs et par la suite de faire des tests, de changer une couleur dans le nuancier, ça va se répercuter sur tous les objets qui utilisent cette couleur dans l'illustration. Ça, c'est la puissance du nuancier. Donc vraiment, dans Illustrator, il ne faut pas choisir les couleurs en double-cliquant comme ça, même si techniquement, on a l'impression que ça fonctionne. Alors, gros piège dans Illustrator. Gros piège, on ne peut pas mettre toutes les couleurs qu'on veut ici. Par exemple, vous allez pouvoir faire un test. Vous activez une forme, quelle est la couleur ou pas, peu importe. Voilà. Avec la flèche noire, vous avez activé la forme. Dans la palette des outils, c'est la case de fond qui est à l'avant-plan. Et vous allez créer une couleur vive, parce que vous vous dites, tiens, les couleurs là, il n'y en a pas qui sont vives comme je voudrais. Donc vous allez dans le nuancier, dans le menu ici, nouvelle nuance. Et en fait, vous devez déterminer les quantités d'encre cyan, magenta, jaune et noir. Ça vous dit quelque chose, ça? L'imprimeur, il utilise 4 encres cyan, magenta, jaune et noir pour créer les couleurs sur le papier. Mais c'est assez limité, vous n'allez pas arriver à avoir une couleur extrêmement vive ici. Il n'y a aucune possibilité d'avoir une couleur très vive, parce que ce sont des encres. Donc l'autre possibilité pour créer des couleurs, c'est le mélange de lumière. Ici, si on choisit mode RVB, vous allez pouvoir obtenir des couleurs beaucoup plus vives. Voilà. Et d'ailleurs, on vous indique ici, tiens, si vous imprimez cette couleur vive que vous avez choisie, voilà ce qu'elle va devenir à l'impression. Elle va ternir. Si on clique là-dessus, ça ramène la couleur dans une gamme imprimable. Voilà, donc que vous choisissez, même si vous choisissez un vert vif, voilà, en faisant ça, un vert vif, si vous cliquez là, il est ramené dans les couleurs imprimables. Donc techniquement, le RVB peut créer des couleurs beaucoup plus vives que le CMJN, mais ici, on vous donne la possibilité de choisir, de rabattre en fait. Alors, la logique à avoir, c'est tant pis si chez l'imprimeur, certaines couleurs vives que vous choisissez vont être ternes. C'est pas très grave parce que on est en 2021 et quand on fait une illustration, c'est pas seulement pour l'imprimer, c'est aussi pour l'afficher sur un écran, sur un smartphone, sur une tablette. Donc, il faut faire des illustrations. Voilà, vous ne devez pas vous limiter à la gamme des couleurs imprimables. Ce n'est qu'un des appareils sur lesquels ça va sortir. Bien sûr, si vous choisissez des couleurs vives, ça va être imprimé terne chez un imprimeur normal, on va dire, parce que certains imprimeurs ont des techniques pour imprimer
plus vif, mais c'est plus cher. Donc, ici, par exemple, je vais choisir, faites-le aussi, une couleur vive, voilà, qui n'est pas imprimable telle qu'elle. Vous voyez, là, vous avez la couleur vive, là, vous avez la couleur terne. Bien. Et je me dis, tiens, je vais cliquer sur OK, et donc cette couleur-là va aller dans la forme. Eh bien non. La couleur qu'on obtient, c'est la couleur terne. Je recommence. Nouvelle nuance. RVB. Je vais essayer de faire une couleur vive. Voilà. On voit que ce sera terne si on l'utilise pour imprimer. Mais sur un smartphone, sur un écran d'ordinateur, sur une tablette, cette couleur est affichable. Je clique sur OK. Et elle est terne. Pourquoi? Parce que le document est en mode couleur CMJN. Toutes les couleurs vives qu'on met dedans deviennent ternes. Et donc, pour arriver à mettre une couleur vive sur des formes dans Illustrator, il faut faire ceci. Vous allez dans le menu Fichier, mode colorimétrique du document, couleur RVB. Du coup, quand on va choisir une couleur, la créer en RVB bien vive, eh bien, elle va arriver là et elle sera visible telle qu'elle. Il est indiqué RVB sur la barre de titre du document. Depuis qu'on est allé modifier le mode colorimétrique, vous cliquez sur OK et vous avez la couleur bien vive qui est là. Et donc, au niveau créatif, c'est quand même plus sympathique de ne pas se limiter aux couleurs ternes. Ça peut être un choix. Certains peuvent consciemment faire le choix de me dire « je vais faire des illustrations avec uniquement des couleurs imprimables chez l'imprimeur », même si je pourrais en mettre des plus vives. Mais bon, si le sujet c'est de la nourriture, c'est des mangas, c'est des choses comme ça, bonjour les dégâts pour faire des illustrations sympas avec des couleurs qui ne sont pas vives. C'est que ce sera quand même mieux si on peut mettre des couleurs vives. Et ça, c'est le gros piège de Illustrator. C'est qu'il y en a qui pensent que si le document va être imprimé, il faut forcément mettre des couleurs ternes dedans. On ne peut pas mettre de couleurs vives. Parce que c'est ça que ça propose Illustrator quand vous créez un nouveau document. Je vous le montre ici, ne le faites pas, je fais fichier nouveau. Si vous allez sur impression, c'est pré-réglé pour être en CMJN. Là, vous pourriez déjà, au moment de la création du document, dire que vous voulez pouvoir mettre des couleurs RVB dedans. Bon. Finalement, j'ai fermé, j'ai pas créé le document, je voulais juste vous montrer que... Bon. Alors, évidemment, à l'imprimeur, on ne lui donnera pas des couleurs RVB, on va faire un PDF, on appelle ça un PDF, un document PDF spécial CMJN. Et pour les sites web, les smartphones, etc., on fera des versions RVB de l'illustration. Voilà, donc... Vraiment, je vous conseille systématiquement de travailler en RVB, même si certaines personnes qui ne connaissent pas ça, qui ne savent pas comment ça fonctionne, vont vous dire que non, vous ne devez pas, parce que c'est pour un imprimeur, donc vous devez travailler en CMJN. Mais non, c'est faux. Ça n'est plus comme ça que ça fonctionne.